Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Andrei Martianov est avec nous. Bienvenue à nouveau, Andrei. Welcome back, Andre. Avec Pim. Andre, Andrei, j'aimerais commencer par la guerre au Moyen-Orient. Mais avant d'en parler, Andrei, il y a beaucoup de rumeurs sur la façon dont l'Ukraine reprend l'avantage avec ses nouveaux drones et ce nouveau fonds européen. 90 milliards d'euros. L'Europe investit en Ukraine. Ils produisent des drones. Et ça change complètement la donne. Qu'est-ce que c'est, Andrei? Parce que je ne parle pas de ceux qui détestent littéralement les Russes, qui détestent la Russie, mais de certaines personnes qui jusque-là disaient que la Russie était en train de gagner. Et maintenant, ils affirment que ces drones changent tout. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est ta compréhension de tout ça? What is that? What is your understanding of that? L'incompétence, je l'ai déjà dit. Le Pentagone est incompétent. Il ne sait faire que de la communication, du marketing, si vous voulez. Bon, il peut bombarder, d'accord, mais c'est à peu près tout. Donc oui, l'incompétence des Espagnols. Ils manipulent le récit. Comme d'habitude, ils font de la propagande. Ne vous y trompez pas. Et même une grande partie des médias alternatifs font aujourd'hui de la propagande. Je peux vous dire une chose, et c'est confirmé. Pas seulement, c'est confirmé au plus haut niveau politique et militaire. En Russie, il y a des publications précises sur les troupes de défense aérienne, donc spécifiquement la défense aérienne. Mais bien sûr, la défense aérienne s'appuie sur tout un ensemble d'armes, y compris la guerre électronique et d'autres moyens. Et donc l'efficacité de la défense aérienne russe est de 97%. C'est un niveau que personne d'autre au monde ne peut atteindre. Mais évidemment, comme c'est 97, ça veut dire que sur 100, il y en a environ 3 qu'on appelle des fuites. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Ils font ce que l'OTAN sait faire, combattre des civils. Ils visent surtout des cibles civiles, des immeubles d'habitation. Ils tuent des gens qui partent au travail, dans leur minibus ou leur voiture. Voilà ce qu'ils font. Et ensuite, ils essayent de présenter ça comme s'ils avaient frappé un port de soutien stratégique, ou quelque chose du genre. Et encore une fois, on ne peut pas expliquer à la plupart de ces soi-disant spécialistes militaires ce que signifie réellement la force nécessaire, y compris les moyens cinétiques, pour par exemple détruire ou au moins neutraliser une raffinerie. Ces gens-là ne comprennent pas. La plupart de leurs soi-disant experts occidentaux sont, disons-le, des intellectuels formatés par les sciences humaines, incapables de comprendre la moindre chose à la manière dont tout cela fonctionne. Et là, ils voient, disons, une explosion. Par exemple, ils frappent un dépôt qui contient, 3 ou 4 000 tonnes de pétrole. C'est une piqûre d'aiguille. Oui, ça brûle, ça fait une image spectaculaire. Mais à part ça, ils n'ont pas les moyens, ils ne font rien d'autre que pour la photo. Et du coup, ils sont entrés dans un état d'hystérie totale, parce que maintenant, c'est un processus qui s'alimente tout seul. C'est un peu comme la fission nucléaire. Une fois que ça s'enclenche, c'est fini. Regardez notre étoile, le Soleil, c'est exactement ce qui s'y passe. Ces réactions en chaîne deviennent autonomes, et c'est pour ça qu'on en est là, dans cette hystérie. Et la plupart des histoires viennent de Kiev, parce que le régime nazi de Kiev, de Bruxelles, d'Allemagne ou de Washington, c'est la même chose. Ce n'est pas que Washington ait été tellement humilié militairement. Pour eux, c'est presque devenu normal. C'est la seule chose que les États-Unis savent faire, perdre leur guerre. C'est à la fois un mélange de haine, d'hystérie et d'incompétence, parce qu'ils continuent de croire que d'une manière ou d'une autre, l'Europe peut survivre sans être détruite. Dmitri Medvedev, aujourd'hui, ma vidéo vient après la sienne, il l'a expliqué dans un très long article publié ce jour. Il dit que, dans ce cas, le premier pays à disparaître serait l'Allemagne. Il n'y aurait plus d'État allemand. Et il en parle, je le cite. S'ils veulent essayer, et bien sûr,
ils les appellent par leur vrai nom. Voilà ce qu'est devenu l'Europe. Et donc l'Europe mourra. Ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Et les Européens sont un peuple docile. Ils soutiennent manifestement les régimes satanistes qu'ils ont eux-mêmes. Et voilà où on en est. Les États-Unis, eux, ont été complètement, disons, humiliés par l'Iran. Ils ont été démilitarisés. C'est pour ça que l'Iran a réussi, et même de façon assez spectaculaire, parce qu'il a été démilitarisé pendant 4 ans dans le cadre de cette opération militaire spéciale. Ils ont pratiquement tout perdu. Ils ont fourni tout ce qu'ils pouvaient, sauf l'arme nucléaire. Et voilà où nous en sommes. C'est la fin de la civilisation occidentale, y compris des États-Unis, qui en était le leader officiel. Les États-Unis doivent donc se retirer au plus vite de tout conflit de ce genre, parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire et qu'ils n'en ont pas les moyens. L'Europe, qu'elle aille au diable, l'Europe. C'est ça, au fond, la conclusion. Et ces gens-là, cette élite, c'est un mélange de nazis, de pédophiles, de toutes sortes de déviants et de pervers. Voilà ce qu'est devenu l'Europe. Ils essaieront peut-être encore une fois d'entraîner la Austin, et ce sera la fin. André, tu as mentionné quelque chose de vraiment important, à mon avis, la poursuite de la guerre en Ukraine. Et maintenant, on voit la même chose au Moyen-Orient. La source est la même. Le pays qui fournit toutes ces munitions, ces armes, ces missiles, ces systèmes d'interception, c'est le même. C'est pour ça qu'on voit, tu sais, ce qu'ils appellent un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu, c'est juste une pause dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais toi, comment tu perçois la direction en Iran, en Russie et en Chine? Quelle est ta compréhension de ces dirigeants, de ces personnes qui gouvernent ces 3 pays? Ce sont des stratèges. Je peux être en désaccord avec la stratégie de la Chine, et c'est le cas. Mais la Chine, encore une fois, c'est une civilisation ancienne, avec sa propre vision des choses. En revanche, pour ce qui est de la Russie et de l'Iran, c'était très clair dès le départ, même si beaucoup ne l'avaient pas compris. Les Russes savaient parfaitement qu'il existait en Iran un courant pro-occidental, si on veut l'appeler comme ça. Et ils savaient que, à tout moment, on pouvait voir émerger, dans un climat et une structure favorables, ces soi-disant réformateurs qui chercheraient à coopérer uniquement avec l'Occident. Dans ce cas, la Russie se serait retrouvée mise de côté. Évidemment, M. Raïssi était un dirigeant très pragmatique et intelligent. C'est à ce moment-là que les Russes ont commencé à y croire, parce qu'ils avaient le général Soleimani. En fait, l'implication de la Russie en Syrie reposait en grande partie sur les efforts diplomatiques des Russes, du général Soleimani et bien sûr de la direction iranienne. Mais malgré tout, même à cette époque, il y avait un fort sentiment anti-russe. Même quand, et c'est arrivé, l'armée iranienne a déclaré que les avions russes se ravitaillaient sur leur base aérienne en Iran avant de repartir vers la Syrie ou ailleurs. Aujourd'hui, la situation a changé. Ce sont clairement les gardiens de la révolution islamique qui tiennent les rênes avec l'armée iranienne. Et dans les circonstances actuelles, c'est logique. C'est ce qui devait se produire. Dans ce contexte, la logique des événements fait que la Russie et l'Iran se rapprochent de plus en plus. Donc c'est normal, à part le fait que la Russie et l'Iran sont voisins. Ils étaient autrefois des voisins proches, à travers l'Azerbaïdjan, qui est maintenant un État indépendant. Mais quand même, autour de la mer Caspienne, il se passe toutes sortes de choses sur le plan militaire, industriel, et le développement économique à venir promet, enfin, pas seulement promet, mais montre déjà des bénéfices spectaculaires. Et maintenant, tout à coup, on a ça. Ce qui est une idiotie, parce que des gens rationnels ne font pas ça. Seuls ceux qui sont sous chantage ou couverts, comme Trump, qui est en fait contrôlé par Israël. Ils ont fait l'impensable.
Ils ont décidé de faire exploser la structure énergétique de l'économie mondiale à cause de tous les ordres venus d'Israël. Israël lui-même finira par disparaître, se dissoudre en tant qu'État. Et pour l'Iran, c'est une victoire historique, spectaculaire. Désormais, l'Iran est aux commandes et impose ses conditions. Les États-Unis ont subi une humiliation militaire. Peu importe combien de KC-135 ou 2-3 Sentry, les AWACS, ils déplacent, ou combien d'avions ils envoient là-bas. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont ni les forces ni les moyens de mener une action cohérente pour contraindre l'Iran à quoi que ce soit. Les États-Unis n'ont tout simplement pas les ressources. Ils ne peuvent pas lancer d'opérations combinées d'envergure. Et surtout, on en a déjà parlé 1000 fois, si vous voulez envahir l'Iran par voie terrestre, eh bien, bonne chance. Vous compterez les cercueils par dizaines de milliers dès les premiers mois de cette soi-disant opération. Voilà. Et ce n'est pas une impasse, contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire. L'Iran, d'ailleurs, commence déjà à le faire. Rasera ses pétroliers là où il en a besoin. Et la marine américaine, on a déjà eu quoi aujourd'hui? Rubio a déjà déclaré quoi? Hier. La guerre est finie. C'est terminé. Et en fait, le blocus, ils vont devoir aussi s'en retirer pour sauver la face. Mais encore une fois, les gens qui sont dans les administrations américaines depuis, disons, même l'époque de Clinton en gros, ils ne connaissent que la communication. Ils ne savent pas diriger un pays, surtout un pays comme les États-Unis. Et de plus en plus, ils sont tombés sous l'influence du lobby israélien. Militairement et politiquement, ils sont incompétents. Ils ne connaissent que le marketing politique et ils pensent que c'est une bonne communication. Ce n'en est pas une. Les gens ne sont pas idiots. Le problème avec les élites américaines, c'est qu'elles pensent que tout le monde est stupide et qu'elles sont des modèles d'intelligence. Ce n'est pas le cas. Ce sont des gens très peu cultivés, très peu instruits, à quelques exceptions près. Voilà. André, we have a very interesting character in the United André, States. on a un personnage très intéressant aux États-Unis. Ce type, il s'appelle Victor Davis Hanson. Comme je te l'ai dit avant qu'on commence ce direct, il était, il y a 2 jours, dans l'émission de Piers Morgan. Il a parlé de la guerre au Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine. Et en gros, il disait que l'administration Trump sortait renforcée de cette guerre, que les États-Unis, qui sortent du Moyen-Orient et du conflit contre l'Iran, allaient être plus puissants que jamais. Et pourquoi il dit ça? Selon lui, les États-Unis ont détruit la marine iranienne, l'armée de l'air iranienne. En gros, les arguments que Donald Trump répète à chaque fois. Et il ajoute qu'à ce stade, l'Iran n'a plus d'autre choix que de capituler. Et tu sais, à propos de la guerre en Ukraine, il a aussi affirmé que 2 millions de Russes avaient été tués, plus de 2 millions même. C'est un homme de droite, un partisan de Donald Trump. Et tu vois, ses vidéos font énormément de vues. Je vois très bien de qui vous parlez. Voilà une des raisons pour lesquelles les élites américaines sont stupides. Franchement, elles produisent toute une bande d'incapables comme lui. Ce type n'est pas un historien militaire. Il a un diplôme en lettres classiques. Il ne comprend rien aux opérations. Et en plus, il n'a même pas les bases en physique ou en mathématiques pour évaluer la fiabilité des données. Donc, en gros, c'est un clone. Je l'ai entendu parler de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a aucune idée de ce dont il parle. C'est un imposteur, comme la plupart de ce qu'on enseigne dans l'Ivy League. Et regardez par exemple Michael McFaul, qu'on présente comme un spécialiste de la Russie. Ce gars-là est tout simplement idiot. Voilà, c'est ça, la sélection à l'envers qu'on observe depuis, disons, une trentaine d'années. Ça se passait déjà avant. C'était déjà mauvais à ce moment-là. Mais là, on atteint vraiment un sommet de rigidité. On a littéralement des gens bêtes comme leurs pieds qui enseignent, tu vois, la morale avec des doctorats. C'est ça leur profil. Et surtout, je vais te dire une chose.
Le type avec son diplôme en lettres classiques, il ne peut pas être historien militaire. Beaucoup d'historiens ne peuvent pas l'être, parce qu'il faut une vraie formation solide, surtout quand on s'attaque à un sujet comme la Seconde Guerre mondiale. Alors oublie la guerre moderne. Il peut bien fantasmer autant qu'il veut, mais encore une fois, c'est à cause de gens comme lui que les États-Unis perdent en crédibilité. Il ne comprend absolument rien à ce dont il parle. Il faut d'abord être un vrai professionnel de l'armée. Un vrai, pas juste un type qui a fait des études de littérature anglaise. Oui, il y avait un amiral dans la marine américaine, diplômé de l'Académie navale, avec une spécialisation en littérature anglaise. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est ce genre de profil. Et les élites américaines en sont pleines. Vous regardez à gauche, à droite, ces gens-là n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Et ce qui manque complètement au Pentagone depuis toujours, et à la CIA aussi, c'est le professionnalisme. Leur niveau n'a jamais été très élevé. Ils n'ont jamais su saisir la nature essentielle du conflit. Et c'est pourtant ça le plus important. Comprendre et élaborer des stratégies. Les États-Unis sont vraiment mauvais là-dessus. Et je vais te citer Daniel Larison. C'est un historien, plutôt conservateur d'ailleurs. Il publie souvent à l'Institut Quincy, où il explique que les États-Unis ont un nouveau monde sous les yeux, mais qu'ils continuent à ne pas le comprendre. En fait, ils n'ont tout simplement pas de cadre compétent. Et ceux qui en ont les capacités, on ne les laisse accéder à aucun poste, ni de pouvoir, ni d'influence. Donc oui, c'est un processus complètement corrompu, à la fois militaire et politique. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète clairement, le niveau professionnel de l'armée américaine n'est pas très élevé. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils n'ont pas modernisé leurs forces ou renforcé leur puissance. Non, c'est juste que ça a toujours été comme ça. La manière américaine de faire la guerre, c'est surtout à travers des intermédiaires. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ils essayent de rester en retrait, derrière ses alliés, comme l'Ukraine aujourd'hui, ou comme au Vietnam à l'époque. Là-bas aussi, c'était surtout, vous savez, les ARVN, l'armée de la République du Vietnam, qui subissaient l'essentiel des pertes pendant les combats. Donc quand on regarde ça, c'est bien ce que c'est. Et la seule chose que l'armée américaine sait vraiment faire, c'est combattre. Et encore, c'est discutable. Mais combattre une armée comme celle de Saddam sur un champ de bataille ouvert, une armée restée, en gros bloquée dans les années 50. Mais dès qu'on parle de guerre moderne, dès qu'ils sortent de ce cadre-là, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a 14 bases américaines, dont je m'inquiète depuis une vingtaine d'années. Vos bases, ce ne sont pas des atomies. Vos bases sont énormes, des cibles faciles, point final. Et devinez quoi? Les États-Unis ont été en gros expulsés du Moyen-Orient. Mais bon, ils vont continuer. Ces gens-là vont continuer à penser qu'il faut absolument garder des bases. Très bien, faites comme vous voulez, mais sans défense aérienne, ce que les États-Unis n'ont pas, vous allez vous faire anéantir. C'est exactement ce qu'a fait l'Iran. Et puis, pour M. Hansen, évidemment, s'il en parle, il ne comprendra pas ce qu'on appelle le TOE, le tableau d'organisation et d'équipement, en insistant bien sur le mot organisation, parce qu'il ne saisira pas la valeur, les moyennes pondérées des systèmes militaires. Par exemple, ces 2 frégates de la marine iranienne qu'ils ont coulées, en valeur de combat, elles comptent très peu. Mais une vingtaine de ces vedettes rapides ont une vraie valeur militaire, bien plus que les autres, parce qu'elles peuvent représenter une menace réelle, une menace cinétique contre n'importe quelle cible. Et puis bien sûr, il faut parler des missiles anti-navires et de la façon dont tout ça est conçu. Voilà le résultat. Les États-Unis ont été vaincus militairement. Et Trump, est-ce qu'il pourrait relancer une nouvelle série de bombardements? Oui, probablement. C'est la seule chose que les États-Unis savent faire, bombarder. Mais dès qu'ils commencent à bombarder,
la situation se dégrade, jusqu'à atteindre en quelque sorte le véritable maître des États-Unis, c'est-à-dire Israël. Parce qu'Israël a déjà déclaré, et ce n'est pas moi qui le dis, qu'il finira sans doute par se dissoudre et disparaître de la carte, un jour ou l'autre. Donc voilà, il n'y a pas de bonnes options. C'est mauvais ou pire, tout simplement. André, André, je ne sais pas si tu as vu cet article dans Haaretz. Il parle de... Oui, je l'ai vu. Je l'ai même publié. Si vous allez sur mon blog, il y a tout un article consacré à ce sujet. Oui. Oui, en gros, ça dit que Netanyahou va tomber et que l'État d'Israël va d'une certaine manière s'effondrer à cause de ce que Netanyahou a fait jusqu'à présent. Et quand on regarde Israël aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, on sait que Benjamin Netanyahou voulait cette guerre. Il la voulait vraiment. Il a demandé à chaque président des États-Unis de la mener. Et finalement, il l'a obtenue avec cette administration, celle de Trump. Alors, quel est le résultat? Et quelle est, selon vous, l'analyse que cet article met en avant et qui vous semble juste? Ce qui est vrai, c'est qu'Israël, tel qu'on le connaissait, n'existe déjà plus. Tel qu'on le connaissait autrefois, il va se dissoudre, parce que la plupart d'entre eux n'auront plus de défense. Comme l'a justement écrit l'auteur de cet article, et comme beaucoup l'avaient prédit et expliqué, notre ami Scott Ritter, le colonel Daniel Davis, l'idée même de la défense israélienne, cette soi-disant défense, qui est en réalité une force impérialiste, est en train de se décomposer. Je cite l'auteur de l'article. Elle est en état de décomposition. Ce n'est pas une véritable force de combat. C'est essentiellement des bataillons ou des brigades punitives, comparables aux SS ou à d'autres brigades qui commettaient des atrocités. C'est la seule chose qu'ils savent faire, commettre des atrocités. Mener une vraie guerre, beaucoup moins. Et ils se sont fait, pardonnez-moi l'expression, laminer dans le sud du Liban par le Hezbollah. Simple as that. That tells you everything you need. And these guys, they have their, oh yeah, you know, this air superiority. Yeah, that's the only thing they know. That's the concepts. That's what they have been picked by. It's essentially U.S. military too. Because for some reason they thought that 8th Air Force, heroic as it was, make no mistake, somehow played the critical role in defeating Nazis, for example. It didn't. I mean, it certainly bombed some sites. It certainly bombed some industrial complex of the Third Reich and things of this nature. But, you know, you cannot explain to people that Air Force and all those air operations, it was all written by Germans. It was all ideas of the Blitzkrieg when then translated itself into the air-land battle and things of this nature. So, which, and you know how Germany, Nazi Germany... Alors, vous savez comment l'Allemagne nazie a fini, avec l'armée rouge à Berlin. Mais le point, c'est qu'on ne peut pas réparer ça. Toute leur structure, depuis la civilisation occidentale jusqu'à Israël, en passant par les États-Unis, qui sont une civilisation à part entière, même si elle est jeune, tout cet édifice d'idées, de visions, d'hypothèses, et cette soi-disant académie, qui n'en est pas une vraie, est tellement pourri par ses mensonges, ses inventions et sa communication qu'ils ont fini par croire à leurs propres histoires. Et sans le dire ouvertement, au fond, la seule chose qu'ils savent faire, c'est ce qu'Israël fait. Ils bombardent la population civile. C'est ce qu'ils font. Regardez ce que les États-Unis ont fait. C'était surtout des civils. Ils ne savent pas se battre, alors ils frappent dans un geste de désespoir. Et vous avez vu vous-même ce qui arrive aux gars sur, par exemple, les porte-avions américains, comment ils mangent, c'est-à-dire avec un niveau d'entretien des troupes proche de la famine. C'est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ne sont pas un pays avec une véritable culture militaire. Bien sûr, il y a eu des moments de fierté, notamment dans la puissance navale, ça oui.
Mais la société américaine, elle, n'est pas vraiment familière avec la guerre réelle. Alors, ils ont décidé d'aller se battre. Je crois que c'est Arakchi qui a dit « Notre armée a 2000 ans de plus que votre pays ». Et c'est vrai. L'Empire perse, en réalité, c'est même plus de 2000 ans, plutôt 3000. Et donc oui, ils s'attaquent à une culture ancienne en pensant pouvoir la vaincre. Mais non, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la culture pour ça. Oui, en fait, Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, ne voulait pas qu'on appelle la dernière opération Projet Liberté. Il voulait ouvrir le détroit d'Ormuz. Il a dit « c'est le projet blocage ». Non? Oui, c'était une opération militaire. Il se préparait à faire quelque chose parce que, franchement, ça n'a aucun sens quand on regarde ce qui s'est passé en 24 heures. Ils ont décidé de faire certaines choses, puis quelques heures plus tard, ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus les faire. Je ne sais pas. Ils doivent se dégonfler, et pour une raison toute simple. L'armée américaine, même si certains de ses secteurs sont impressionnants, par exemple le renseignement, les satellites américains ou encore le traitement du signal, eh bien, dans l'ensemble, ce n'est pas si brillant. Palantir, par exemple, n'a pas vraiment brillé. Et maintenant, on voit tous ces fans obsédés par cette fameuse intelligence artificielle, comme ils l'appellent. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Un vrai nid à problème. En réalité, c'est une armée héritée du passé. Elle a été conçue pour la guerre des années 70 et elle repose sur les idées de la marine américaine de la Seconde Guerre mondiale, à part la force sous-marine. Et au final, qu'est-ce qu'il en reste? Donc, vous avez tout un ensemble d'objectifs très coûteux et dont l'efficacité est franchement douteuse, que vous ne pouvez pas déplacer vers l'objectif principal à cause des flottes. Et ça, c'est Chester Nimitz qui le disait, pas moi. Qui suis-je, moi, à côté de l'un des plus grands amiraux de l'histoire, un véritable héros américain? Cet homme était admiré, vous savez, non seulement par les Américains, mais aussi par les Russes, même les Soviétiques. Quand il a déclaré, à la fin, et c'était lors de sa déposition en 1946, devant la sous-commission des forces armées du Congrès américain, il a dit, en fin de compte, que les flottes existaient pour soutenir les opérations terrestres. C'était Chester Nimitz. Alors, est-ce que les États-Unis ont aujourd'hui les ressources pour une opération au sol? Non, non. Je veux dire pour une véritable opération terrestre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un tas de forces lourdes, lentes, pas vraiment efficaces, qui peuvent tirer quelques Tomahawks. Et c'est à peu près tout. On ne peut pas les envoyer vers la côte pour mener des débarquements amphibies, si on y pense bien, sans qu'elles soient repérées et que beaucoup soient coulés. Et ça ruine complètement la planification opérationnelle. En gros, tout part en fumée. Parce que, qu'est-ce qu'on fait quand on perd ses principaux atouts, ceux qui sont le cœur même de la marine? Donc, on tire quelques Tomahawks, on finit par en manquer, et il faut rentrer à la base pour recharger ce qui reste. C'est de l'arithmétique et des mathématiques de base. Oubliez toutes ces histoires de dérivés, d'équations différentielles, de tenseurs et tout ça. Non, là c'est des calculs très simples. Combien de Tomahawks avez-vous? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Pas seulement la puissance ou le poids de l'ogive, mais ce qu'on appelle la force, la puissance de la charge. Jusqu'où pouvez-vous vraiment frapper? Et là, on se rend compte que oui, ça peut faire des dégâts, surtout sur des hôpitaux, des écoles, des jardins d'enfants. Mais si vous essayez de viser de vraies cibles militaires, surtout celles qui sont bien protégées, renforcées, couvertes par la défense aérienne, pas grand-chose. Parce qu'il faut une toute nouvelle catégorie d'armes. Et les États-Unis, eux, n'ont pas ce type d'armes. Et je parle, évidemment, même les missiles supersoniques font déjà une différence, tu vois. Et là, on ne parle même pas des hypersoniques.
Donc au final, tout ce qu'ils ont, c'est de la communication. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient promis d'utiliser le Dark Eagle il y a quelques jours. Et maintenant, tout ça s'est complètement perdu dans le bruit médiatique. Le Dark Eagle, c'est une arme qui n'existe pas. La seule chose qu'ils peuvent lancer, franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. C'est une ogive ou un planeur de 13 kilos. Ils peuvent l'accélérer jusqu'à Mach 5. Waouh! Franchement, quelle surprise. You know, color me surprised. They cannot even control it, but they talk about it because Ils ne peuvent même pas le contrôler. Mais ils en parlent parce qu'ils ne supportent pas l'idée que peut-être tu n'es pas si bon que ça. but then again, Tu ne l'as jamais été, en fait. people who Mais bon, pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe, comment la guerre en Europe est en train d'être préparée et que la Russie détruira tout ce qu'elle jugera nécessaire, il faut lire l'article de Dmitri Medvedev. Les Russes sont prêts pour la guerre. Et pourtant, ils ne comprennent toujours pas parce qu'on a affaire à des gens incompétents. On en est arrivé à un niveau d'idiocratie pure avec des singes tenant une grenade qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors le singe, il faut l'abattre. So the monkey should be shot and killed. Andrei, Donald Trump dit en gros aux Iraniens, vous acceptez cet accord qu'il propose. Je ne sais même pas ce que c'est. Personne ne sait vraiment ce que c'est. Sinon, on va vous bombarder. Et quand on regarde les munitions, les armes, les missiles qu'ils ont déjà déplacés dans la région, combien de temps ça prendrait s'ils décidaient de lancer une troisième guerre? Combien de temps avant que Donald Trump dise « c'est bon, c'est fini, on arrête, on cherche à nouveau une sorte de cessez-le-feu ». We're done. Let's go after some sort of ceasefire again. In terms of the standoff weapons, not very long. En ce qui concerne le stock d'armes, pas très longtemps. Et encore une fois, tout dépend de la vitesse à laquelle elles sont utilisées. Évidemment, ils ne peuvent pas tout épuiser complètement. Mais on parle probablement d'un autre millier de Tomahawks, dans le meilleur des cas. Après ça, les États-Unis devront utiliser autre chose. Les JASSM sont quasiment épuisés. Les JASSM-ER, ceux à longue portée, environ 900 km, ils en ont déjà très peu. Ils en produisent littéralement quelques dizaines par an, ce qui est franchement pathétique. Donc, après ça, c'est toujours la même histoire. On ressort les attaques MS, les véhicules M270, on charge ce PRSM, peu importe comment ça s'appelle, et on colle encore un JDAM sur un moteur de fusée avec une portée d'environ 500 km. And it has the range of 500 kilometers. Okay, let's get that. You know, those HIMARS, whatever, 300 kilometers. Bon, d'accord, lançons ces 6 Mars, peu importe, à 300 km, allons-y. Très bien, on a un peu plus que, disons, des armes à distance. Après ça, avec les JDAM, il faut faire entrer les avions dans l'espace aérien iranien. Et là, devinez quoi? Vous savez très bien ce qui va se passer. Ils vont commencer à tomber du ciel. Parce que pour les JDAM, même avec le module planant, la portée maximale dans les dernières versions, c'est environ 80 km. Mais en réalité, c'est plutôt 50. Donc il faut déjà être à l'intérieur de l'espace aérien iranien. Peu importe ce que vous pilotez, un F-35, un F-15, un F-16, beaucoup seront abattus. Et bien sûr, ils continueront à mentir. Many of them will be shut down. And of course, they will continue to lie. And you've mentioned these hypersonic missiles, Andrei. Et tu as parlé de ces missiles hypersoniques, Andrei. On n'en sait rien, parce qu'ils n'en ont jamais fait l'expérience. Ils ne les ont jamais testés avant. Alors, c'est quoi exactement? Ils comptent les tester eux-mêmes pour voir comment ça fonctionne. Et quel est le but? Ils les ont tous. Combien ont-ils exactement? The question is not that they have whatever. La question, ce n'est pas qu'ils aient fait, je sais pas, 2, 3, 4 lancements de ce Dark Eagle. C'est déjà pathétique en soi. C'est un projectile de 13 kilos qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Les États-Unis n'ont pas résolu ce problème et ils ne le résoudront pas de sitôt. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. De vraies armes hypersoniques, ce n'est pas juste tirer un engin qui vole et manœuvre tout seul. Non, il faut le contrôler. Comment résoudre ce problème quand l'engin vole dans une sorte de cocon ionisé
qui empêche, ou du moins réduit fortement, les communications radio. Les Russes, eux, ont trouvé la solution. Comment? Eh bien, ils l'ont déjà utilisé plusieurs fois. Mais bon, 13 kilos, beaucoup d'obus d'artillerie pèsent 2 à 3 fois plus. Alors oui, qui la lance? D'accord, ça va voler à Mach 5, comme une sorte d'obus d'artillerie. C'est exactement ça, en fait. Tout ça, c'est surtout pour le spectacle. Ils veulent montrer qu'ils sont dans la course, qu'ils y arrivent. Eh bien non, pas du tout. Les États-Unis sont très loin d'avoir un système d'armes comparable à l'avant-garde stratégique, sans même parler du Kinzhal, et encore moins du Zircon, le 3M22 Zircon. Ça, c'est même pas à l'horizon. Tu vois, Andrei, ces États arabes du Golfe Persique. On sait ce qui s'est passé. L'objectif final de Donald Trump, c'était d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Il n'a pas réussi. Il n'a pas pu l'ouvrir. Et les États de la région, eux, ils comprennent la réalité, la dure réalité de cette guerre pour eux. Ils se regardent et ils voient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'arrivent pas à vendre leur pétrole, leur gaz. Pendant ce temps, les États-Unis vendent, d'autres pays vendent. Et eux, ils restent là, sans rien pouvoir faire. Tu sais, les Émirats arabes unis, tu sais ce qui leur est arrivé. Ils quittent l'OPEP, l'OPEP+, et toutes ces histoires. Et hier, à la suite de l'opération Project Freedom, quelqu'un les a frappés dans ces ports, tu vois. À Fujairah, oui. Apparemment, Fujairah brûle encore. Oh Seigneur, encore une fois. Comme je l'ai déjà dit, il faudrait dire à la dernière personne qui quitte Dubaï de ne pas oublier d'éteindre la lumière, hein? Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, tout ça, c'est du faux, des puits de diesel bidon. En fait, les familles de ces gros bonnets, les cheikhs arabes et tout le reste, ils sont riches, oui, mais leur argent reste sous le contrôle des États-Unis et des Britanniques. Donc, si on estime qu'ils deviennent un peu trop malins, on peut très bien leur couper les vivres. Mais encore une fois, voilà le problème. On se heurte au mur de la réalité quand on conduit sa Lamborghini. Devinez qui gagne. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et tout cela, écoutez, je veux juste vous rappeler cette idée magnifique, très bien résumée. Quand l'un des cheikhs de Dubaï, ou plutôt des Émirats arabes unis, a dit « Mon grand-père montait un chameau. Mon père conduisait une Rolls-Royce. Je conduis une Rolls-Royce. Mon fils conduit une Rolls-Royce. Mes petits-enfants, eux, remonteront des chameaux. » Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des mono-économies, peu importe leurs efforts pour faire semblant du contraire. Il y a toujours quelques imbéciles pour dire « Oh oui, l'université de Dubaï ». Mais enfin, soyons sérieux, réveillez-vous un peu. C'est comme le chocolat de Dubaï. Ce petit village de pêcheurs primitifs qui existait encore il y a 50 ans, c'est ça, les Émirats arabes unis. Et maintenant, ils se disent chocolatiers? Franchement, les Belges et les Suisses devraient se sentir insultés quand on parle de chocolat à la mode de Dubaï. Je veux dire, tout ça, c'est du cinéma, quoi. C'est du tape à l'œil, des illusions, de la poudre aux yeux. Et comme tout bon mono-économiste, ce qu'ils sont d'ailleurs, surtout quand ils essayent de nous vendre leur soi-disant sécurité et leur luxe, eh bien, tu sais quoi? Je préfère encore dormir dans un bon Holiday Inn à $200 plutôt que de payer 7 000 juste pour m'asseoir dans une chambre recouverte de faux or. Franchement, c'est impossible à expliquer aux gens. On assiste littéralement à une implosion. C'est le sommet de l'effondrement de la civilisation occidentale, fondée sur la vente du luxe, sur le fait de faire rêver les gens et sur un consumérisme poussé jusqu'à son extrême grotesque. Voilà où on en est. Mais la vraie question, c'est on va où maintenant? Il n'y a plus de chemin à suivre, on finit par imploser. Et c'est exactement ce qui se passe. Et puis tout à coup, ces valeurs de la nation, de la culture, de la civilisation
tu vois la fierté, l'intégrité, l'humanité. Tout ça commence à réapparaître ici et là. Et oui, les gens à Washington, eux n'en ont absolument aucune idée. Parce que comme je l'ai déjà dit, si tu regardes le niveau culturel de l'éducation des élites occidentales aujourd'hui, c'est extrêmement bas. Vraiment très bas. C'est du niveau du tiers-monde. Les institutions qu'ils ne cessent de mettre en avant, qu'est-ce qu'elles enseignent? Toutes sortes de propagande formatée. Et c'est tout. Il n'y a plus de penseurs libres. Et donc, c'est pareil pour les gars des Émirats arabes unis, du Qatar et tous les autres. Ils espéraient que ce mode de vie serait financé pour toujours. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce qu'Israël ait ses propres plans à ce sujet. Et Israël, on le sait, n'a jamais été fort militairement. Ils ne l'ont jamais été. Ce qu'ils savent faire, ce sont des atrocités. Ce ne sont pas de vrais stratèges. Et Netanyahou ne veut pas finir derrière les barreaux. Parce que, eh bien, il a tué Israël. Oui, il a tué Israël. Et ils vont fuir. En fait, ils fuient déjà, cherchant refuge un peu partout dans le monde. Comme l'a dit mon bon ami Roger Waters de Pink Floyd, les Juifs sont les bienvenus pour vivre parmi nous, vous savez. Jews are welcome to live among us, That's absolutely, you're going to be, they preserve their culture. Ça va clairement préserver leur culture et tout ce qui va avec. Mais Israël, en tant qu'État, doit disparaître. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. L'Iran a joué un rôle crucial. Et avec ça, tout a aussi basculé. On ne comprend pas encore complètement ce qui se passe dans la rue arabe sunnite. On sait ce qui se passe du côté chiite. Mais l'Iran, aujourd'hui, paraît presque prophétique, si je peux dire ça comme ça. Hier, l'Irak a déclaré qu'il n'autoriserait pas l'utilisation de ses bases pour aucune opération future contre l'Iran. Oui, ils ont intérêt à avoir peur, à rester sur leur garde. They must stay scared. I think the name of Donald Trump would remain in. Je pense que le nom de Donald Trump restera dans les livres d'histoire israéliens à cause de sa contribution à la chute du régime de Netanyahou. C'est tout simplement incroyable. L'homme qui était censé aider Israël est en train de tout faire s'effondrer. Oui, et crois-moi, il y aura des imbéciles qui vont écrire comme le type que tu viens de mentionner à propos de son diplôme en classicisme. Pour une raison que j'ignore, il a décidé qu'il était historien militaire. Donc on se retrouve dans une situation où des idiots vont présenter ça comme une grande réussite stratégique de Trump sans comprendre que ce type vit complètement dans un univers parallèle. Et en réalité, il a peur. Il est même terrifié parce qu'il n'a pas seulement fait tomber Israël, il a aussi fait tomber les États-Unis. D'ailleurs, les Russes ne sont pas très contents de ça, parce qu'ils espéraient que les États-Unis atterrissent en douceur, d'une certaine manière. Ce n'est pas un atterrissage en douceur, c'est un crash. Et n'oubliez pas, regardez l'Asie de l'Est, le Japon, la Corée du Sud, tous ces pays-là. Franchement, ça ne sent pas bon. Il y a un véritable étranglement énergétique sur ces nations. Le Japon, la Corée du Sud et aussi l'Inde. Vous avez vu ce qui s'est passé en Inde. C'est le chaos. Je veux dire, ils sont complètement dépassés. Mais la Chine, elle a fini par sortir de sa coquille et a dit « tant pis pour eux ». Des sanctions? Les raffineries chinoises doivent acheter du pétrole russe. Point final. Le pétrodollar, c'est fini. André, regarde Donald Trump. Tu penses qu'il va payer pour ce qui s'est passé jusqu'ici aux élections de mi-mandat? Et comment tu vois la situation là-bas? Parce que beaucoup de gens disent que Pete Hegseth pourrait partir d'ici la fin de l'année. Et ça, comment ça va changer Trump? Tu vois une forme d'espoir dans cette administration? Non. Non, non. S'ils perdent Pete Hegseth, ils perdent aussi tous ces néoconservateurs dans l'administration. C'est trop tard. Trop tard. Pour les élections de mi-mandat, qu'est-ce qu'ils vont changer? Rien.
Je veux dire, oui, on peut avoir plus de démocrates, plus de satanistes complètement fous là-dedans, qui finiront de détruire les États-Unis en tant que pays en gros. Ou alors, on peut avoir une bande de créatures de l'AIPAC du côté républicain. Le Parti républicain, c'est un parti israélien, pour la plupart en tout cas. Et encore une fois, les États-Unis n'ont pas de Congrès américain. Ils ont une Knesset 2.0. La seule chose que ces gens comprennent, aucun d'entre eux, aucun, n'est capable de servir les intérêts des États-Unis. Ils sont là pour s'enrichir, pour se mettre en avant, et beaucoup d'entre eux sont vraiment au plus bas de l'échelle. Regardez ce Ted Cruz, par exemple. C'est un crétin complet, d'accord? Ambitieux, tu vois, et oui, à la solde de l'AIPAC. La plupart le sont, y compris les démocrates, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va changer? Encore une fois, c'est juste une question de savoir comment les États-Unis, tels qu'on les connaît, qui en réalité n'existent déjà plus, vont être achevés. Et ce qui émergera ensuite, eh bien, on verra bien ce qui prendra la place de cette structure politique complètement corrompue et pourrie. Je ne sais pas. Il faut attendre et voir. Mais les États-Unis ont au moins des ressources pour se relever. L'Europe, non. L'Iran, lui, se relèvera. L'Iran a derrière lui l'immense économie chinoise, de loin la plus grande, et aussi une économie russe massive. Et puis, bien sûr, il y a une certaine aide, on ne sait pas trop de quelle nature. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà. Andrei, do you feel that André, Russia est-ce que tu penses que la Russie, l'Iran et la Chine, tu as parlé de la Russie et de l'Iran, et aussi de la Chine, comme tu l'as dit, qu'ils ont été si prudents à propos des sanctions? Ce n'est pas seulement une question de Russie. Il y a 2 ou 3 jours à peine, on parlait encore des sanctions contre l'Iran, des sanctions visant les Iraniens, parce qu'ils savent très bien qu'au bout du compte, c'est la Chine qu'ils visent. On le sait. On sait que la Chine est en arrière-plan. S'ils font quelque chose contre la Russie, ensuite ce sera l'Iran, puis la Chine. Parce que s'ils s'en prennent à l'Iran, ils comprennent cette région. C'est pour ça qu'on les voit aller en Azerbaïdjan, en Arménie. Qu'est-ce que c'est que ça, ces 2 petits pays? Oui, l'Arménie, c'est fini. Et oui, tôt ou tard, les Russes retireront leur base militaire de là-bas. Et oui, qu'on laisse l'Arménie sombrer dans l'oubli. Elle disparaîtra. Je veux dire, il y a plus d'Arméniens en Russie qu'en Arménie. Qu'ils aillent où ils veulent, quand les Turcs revendiqueront tout ça et que l'Azerbaïdjan réclamera ses territoires. Évidemment, l'Iran ne sera pas content, surtout à propos du corridor de Zangezur. Mais peu importe, l'Azerbaïdjan l'aura. Il faut attendre le défilé du 9 mai à Moscou. D'accord? Parce que vous savez ce qui pourrait se passer si les attaques continuent. C'est un grand jeu. Dans ce contexte, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne comptent pas vraiment, sauf que l'Azerbaïdjan a un avantage géographique, avec cette ligne ferroviaire nord-sud qui va de Mourmansk jusqu'à l'Iran. La Russie et l'Iran tiennent vraiment, désespérément même, à avoir cette liaison ferroviaire. Ils l'ont déjà en passant par le Turkménistan et le Kazakhstan. Mais soyons honnêtes, ces pays-là ne comptent pas vraiment. Et quoi qu'il s'y passe, évidemment, l'Iran aura son mot à dire. Mais il y a autre chose. Si on regarde la puissance militaire, ils veulent vraiment que les Russes en fassent partie. Et en fait, la Russie en fait déjà partie. Les gens ont déjà vu tous ces Su-35 voler en Iran. Ils ont vu ces Mi-28 aussi. Alors, pour ceux qui disent que la Russie n'aide pas l'Iran, si elle l'aide, d'accord? Disons-le clairement, y compris sur le plan matériel. Et d'ailleurs, les Mi-28 sont très utiles pour abattre des drones et même certains missiles de croisière. Donc, on vit dans un monde très instable et il faut attendre de voir. Parce que si quelque chose se passe pendant le défilé dans 2 jours à Moscou et qu'il a déjà été annoncé ce qui va arriver à l'Ukraine, eh bien ce sera la clé pour comprendre ce qui pourrait arriver à Berlin, à Londres et à Paris. Ça va créer une nouvelle dynamique parce que les Européens doivent, en quelque sorte,
être terrorisés au point d'être complètement paralysés dans tout ce qu'ils essayent de faire. Pour les États-Unis et la Russie, c'est une toute autre histoire. Parce que, encore une fois, les États-Unis eux-mêmes ne fonctionnent pas vraiment comme un gouvernement. Donc, on se retrouve avec pas un problème à 3 corps, mais à 5 corps, d'accord? Comment on gère ça? Comment on s'en sort? Et la Chine, oui, la Chine s'en sort mieux. Surtout depuis qu'il y a 2 jours, ils ont dit ça suffit, c'est terminé. Vos sanctions, on s'en fiche. Ce sont nos partenaires. On achète du pétrole russe sans se retourner, sans hésiter. C'est une situation très complexe. Mais où tout ça va-t-il mener? Très probablement à la destruction de l'Europe, sur le plan économique et peut-être même militaire si ça continue. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Iran qui va dominer le Moyen-Orient, et quoi qu'il en soit pour Israël, à terme, tout ça se dissipera. Et puis la Russie, la Chine et les États-Unis, ces 3 grandes puissances nucléaires, devront bien trouver un moyen de coexister. On verra bien. Mais encore une fois, ce que Trump a fait aux États-Unis, eh bien, on a maintenant de l'essence à environ $7 le gallon. Il y a même des endroits où le diesel se vend $10. L'économie ne tiendra pas comme ça. Andrei, pour conclure cette session, est-ce que tu penses qu'Odessa est dans la ligne de mire des Russes? Non, possible, impossible. Il faut simplement, encore une fois, les Russes ont un langage très, comment dire, presque byzantin, très bureaucratique. Ils disent une chose, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils ne disent pas. Donc je pense que oui, mais il faudra attendre et voir. Les Russes, évidemment, jouent avec leurs forces et leurs moyens, parce qu'ils doivent absolument prendre en compte plusieurs éléments sur les théâtres. Pas seulement les théâtres d'opération, mais les théâtres de guerre. Et l'un d'eux, c'est l'Iran. La Russie doit clairement aider l'Iran, et c'est ce qui se passe. Et la Chine, de toute évidence, y joue aussi un rôle. Ensuite, il y a la situation avec l'Ukraine et maintenant l'Europe. Donc il faudra attendre et voir. Ça pourrait être plus politique que militaire. Absolument. Pourquoi est-ce que tu ferais ça, encore une fois, pour les fanboys, pour ceux qui se masturbent devant Top Gun, Maverick et toutes ces explosions dans les films de John Wayne, alors que tu peux obtenir le même résultat par des moyens politiques sans tuer ton personnel? C'est ce qu'on fait, normalement. Les gens sensés font ça. Pas cette bande d'abrutis et d'incapables de Washington qui ont envoyé les forces américaines sans préparation dans ce chaos. Et maintenant, tu sais quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qu'ils ont fait. Il y a de la faim, littéralement de la faim, sur les porte-avions et les navires de la marine américaine. Qui fait ça? Qui fait ça à ses propres troupes? Je parle depuis, enfin, c'est aussi mon pays, tu sais, les États-Unis. J'habite ici. Qui a fait ça? Comment on en est arrivé là? Qu'on en soit à voir des gars qui ont faim, tu te rends compte? Qui doit être tenu responsable de ça, à part le fait que ceux qui ont planifié tout ça étaient des criminels? Oui, des criminels vis-à-vis de l'Iran, évidemment. Mais aussi des criminels envers leur propre personnel, qu'ils ont mis en danger pour rien, qu'ils ont... Enfin, voilà. Regarde ça. Oui, oui, exactement. Merci beaucoup, Andrei, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un vrai plaisir. D'accord, au revoir. À très bientôt. Au revoir.